Écoute, merci beaucoup à Francky pour cet exposé magistral extraordinaire qu'il a bien su faire. Et puis, ça me rend d'autant plus fier que c'est l'un de mes étudiants qui a cette belle compétence. Et puis, je me vois un peu le jeune Sandy Larose en Francky. Et puis, en tout cas, Francky, bonne continuation. Et puis, je suis très fier de toi, comme je l'ai toujours été d'ailleurs. Donc, en tout cas, j'ai gagné le pari, donc c'était ça le pari, donc j'ai gagné, je suis content. Donc, moi, je vais continuer dans la même perspective que Francky, mais juste pour vous dire que mon exposé constituera une sorte de synthèse de ce qu'on devrait voir sur l'identité. Et puis, dans ce cours-là, on va faire la synthèse un peu pour vous, entre 15-20 minutes, 25 minutes maximum. Et puis, on verra peut-être pour le prochain cours, surtout, euh, on verra surtout pour le prochain cours comment peut-on peut-être, je sais pas comment on peut peut-être comment peut-on faire je dirais, comment peut-on faire euh, un cours rien que sur l'identité haïtienne, par exemple. Parce qu'on est quand même dans un contexte haïtien, un cours à l'Université d'État d'Haïti. Donc, c'est important qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que c'est que l'identité haïtienne. Donc, on verra ça dans le prochain cours. Mais aujourd'hui, euh, moi, je voulais surtout voir avec vous rapidement, et c'est vraiment en guise de rappel, parce que Francky a quand même vu durant les deux derniers cours la plupart de ce on va dire aujourd'hui. Mais il était important pour moi de revoir avec vous l'origine du concept et puis l'identité individuelle, comment est construite l'identité individuelle avec Georges Abermid, Goffman, euh, Erving Goffman, Jean-Claude Kaufmann, et puis dans le soi comme processus. Puis en troisième point, on verra surtout en troisième lieu l'identité collective, le nous face à l'autre ou à eux, le nous versus eux. Et puis comment fonctionnent un peu les groupes d'appartenance. Et puis, comme quatrième point, c'est pas du tout anodin, mais c'est important aussi de comprendre dans le contexte de l'identité collective des peuples anciennement colonisés, comment cela se passe. Parce que pour les peuples qui sont anciennement colonisés, les peuples qui ont été envahis par les conquêtes européennes, donc il y a un processus de construction identitaire qui se diffère d'autres processus de construction identitaire. Et en dernier lieu, on verra les enjeux contemporains liés à ce qu'on appelle à l'identité. À l'identité. Comment est-on passé de ce qu'on appelle d'une fixité identitaire à ce qu'on appelle une liquidité identitaire? Et ça a pris moins que 2 siècles pour pouvoir arriver à construire, c'est vrai, en moins qu'un siècle, on est passé à une conception basée sur la fixité identitaire pour arriver à ce qu'on peut appeler une sorte d'identité liquide, pour reprendre l'expression de Zygmunt Bauman. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène d'abord à regarder une ligne de temps de l'identité. D'abord, la fixité de l'identité a été la première conception de l'identité qui a été développée par des penseurs qui travaillaient sur ce qu'on peut appeler les races, par exemple. Donc, et parmi eux, c'est Joseph Arthur de Gobineau qui écrivait un texte qui est passé à la postérité, mais de manière négative, si on peut l'admettre, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire de l'inégalité des races humaines. Donc, qui va trouver une réponse de Joseph Anténor Firmin, qui va écrire de l'égalité des races humaines, et c'est anthropologie positive. Donc, c'est-à-dire, ici, la première chose à retenir dans ce contexte, c'est que c'est comment déjà la science concevait
la notion de race, et la notion de race participait à la construction d'une identité figée, euh, figée, pardon, rigide, puis où des entités collectives seraient vues avec des frontières fermées sur eux-mêmes. Et puis, dans un deuxième temps, avec l'évolution, là, on est aux environs 1800 avant, et là, entre 1969, il va y avoir Frédéric Barth, qui est un anthropologue très intéressant, qui a écrit sur la question d'identité et qui a déconstruit dans sa thèse ou dans sa thèse et qui porte sur ce qu'on appelle l'identité ethnique et les frontières. Donc, et dans la conception de Frédéric Barth, l'identité en fait, se définit à partir des frontières. Et les identités, en plus, sont contextuelles. C'est les contextes qui définissent comment les individus mobilisent leur identité. Et parce qu'on a plusieurs identités, on a tendance à mettre en avant certaines identités et à ne pas mettre en avant d'autres identités. Tout dépend du contexte. Dans certains contextes, je peux mettre mon identité de frère. J'ai dit que j'ai trois frères, j'ai une sœur, donc je suis enfant d'une famille. Donc, je suis le fils à ma mère, je suis le fils à mon père, etc. Donc, bref, je peux mettre en avant cette identité et dans d'autres contextes, je peux mettre en avant d'autres identités. Par exemple, dans d'autres contextes, je dois dire que je suis enseignant, je suis professeur, je suis chercheur, ou dans d'autres contextes, c'est pas l'enseignant qui importe, c'est pas le chercheur qui importe, c'est juste je suis haïtien. Que dans d'autres contextes, je fais face à un ontarien, je, je peux mettre en avant mon identité québécoise. C'est-à-dire, je peux dire que je suis québécois. Donc, c'est-à-dire parce que être québécois, c'est le fait de pouvoir respecter les valeurs et participer à la construction du Québec. Bref, pour vous dire comment l'identité est quand même quelque chose qui participe d'un discours. Donc, avec Irving Goffman, il y a eu ce qu'on appelle une conception de l'identité. Avec Irving Goffman, l'identité est vue comme une forme de performativité. Performativité dans la mesure où l'individu doit être en position d'inventer enfin, je dirais de se présenter. C'est la présentation de soi. Et la présentation de soi, ça se fait toujours en co-présence. C'est-à-dire, la vie quotidienne forge l'identité. Et Evan Goffman a quand même participé à ce qu'on appelle l'interactionnisme symbolique pour nous présenter une conception de l'identité où où l'individu est vu comme quelqu'un qui se présente et qui, au jour le jour, c'est-à-dire dans sa vie quotidienne, comment il se forge, comment il se présente. La présentation de soi est très importante. Et puis, on a avec Kaufman, Jean-Claude Kaufman, qui, lui, un auteur c'est un contemporain, qui, lui, il présente l'identité comme quelque chose qui n'est pas naturel. Et Francky l'a bien expliqué, l'identité n'est pas quelque chose de naturel ou d'inné. Donc, peut-être quand on parle de soi, il y a des choses qu'on a choisies, et c'est une identité qu'on a choisie, et il y a une identité qui nous est imposée aussi. Par exemple, la couleur de notre peau, c'est des indicatifs, des éléments qui participent de notre identité. On peut dire que lui, il est blanc, lui, il est bon, lui, il est noir, lui, il est métis, etc. Lui, il est autochtone. Bref, c'est des choses qu'on ne choisit pas. Donc, maintenant, Kaufman nous dit que l'identité n'est pas une donnée naturelle et inquestionnable. Elle joue désormais un rôle politique majeur parce que l'identité participe d'un discours politique qui permet à orienter les sociétés. Donc, l'identité, pour Anne-Marie Drouin est donc ce qui marque l'unicité et qui fait que chaque individu est différent des autres. L'identité est aussi
ce qui rassemble des identiques, des éléments qui se ressemblent et forment alors un collectif. Dans ce postulat, il faut noter la notion d'unicité. La notion d'unicité est très importante dans l'identité. Il y a un deuxième point important, c'est la différence. C'est-à-dire, en même temps, il y a quelque chose qui fait que que je sois unique, mais je suis aussi différent des autres. Mais en même temps, j'ai des choses en moi qui fait que je ressemble à d'autres personnes, à d'autres catégories de la société. Mais par rapport à tout cela, la notion importante que Erik Erikson met en avant, c'est la notion de clarification. Parce que parmi tous les Haïtiens qui existent, j'ai une manière de me présenter pour que je me clarifie. Écoute, je suis Sandy Larose, ancien étudiant de la faculté de technologie de l'Université d'État d'Haïti. J'ai un doctorat de l'Université Laval. Donc, je suis enseignant, je suis professeur à l'Université québécoise. Bref, j'ai une façon de m'identifier, de formuler ma présentation, c'est-à-dire de me clarifier. C'est-à-dire qui fait de moi, c'est-à-dire les choses que je vais mobiliser, tout ce que je vais mobiliser, vont faire de moi quelqu'un d'unique dans le monde. Tout en étant, en fait, tout en ayant des ressemblances avec d'autres personnes, c'est-à-dire avec, par exemple, la communauté haïtienne ou avec la communauté québécoise qui partage la langue française et qui partage une histoire commune avec nous, donc avec le nous, moi, donc que je représente, que je suis haïtien. Bref, c'est-à-dire, quand on est dans l'identité individuelle, ce qu'il faut retenir que l'identité individuelle se construit à partir de la notion du soi, le soi S-O-I. Le soi est le produit dynamique de l'interaction entre le je et le moi, ancré dans ce qu'on appelle la réalité sociale. Ça, ici, on cite le texte de George Herbert Mead, Self, Mind and Society, qui est un texte qui est sorti en 1934. Dans ce texte, il nous dit que le soi, ici, se construit à partir du je et de l'autre côté du moi. Donc, cela prend les deux. Donc, quand on parle du je, on parle des sentiments, on parle des attitudes intériorisées par l'individu. Tandis que le moi, ce sont ce qu'on appelle les représentations de soi par soi. C'est comment je me vois moi. Donc, ce qui nous amène à la définition, à ce que Goffman a dit. Goffman croit que l'identité s'élabore dans la pratique quotidienne, opposition entre identité pour soi et identité définie par autrui. C'est la façon dont moi je me définis, mais il y a une identité, il y a une façon il y a une autre manière que les autres essayent de me définir, essayent de me voir. Quand je demande aux autres de parler de moi, parfois ils disent des choses que moi je dis, ah, c'est vrai, moi je sais même pas ça de moi. Et ils disent des choses, ils racontent des choses, ils imaginent des choses de moi. Bon, mais je ne peux pas les empêcher à faire ça. Donc, c'est-à-dire, ça participe aussi de la construction de l'identité. Et comme Franck l'avait expliqué tantôt, c'est le discours, la narration. Donc, moi, j'ai un discours sur moi, mais aussi les autres aussi ont un discours sur moi. Et comment, je dirais que on ne peut pas se défaire de cela. Bon. Pour Kaufman, l'individu contemporain choisit parmi 1000 options et doit s'inscrire à chaque choix, doit inscrire chaque choix dans un univers de sens cohérent. C'est-à-dire, ici, c'est la notion de réflexivité. L'individu dit, mais moi, écoute, moi, j'aime le café, mais j'aurais préféré là, de boire le café euh, colombien, par exemple, ou haïtien, par exemple. Donc, l'individu est, avec la modernité, à des choix, à des choix. Et ces choix-là, en fait, l'individu choisit son identité. Par exemple, l'individu choisit son identité sexuelle, choisit son identité professionnelle. L'individu, et puis, produit son discours sur soi.
Donc, il y a de multiples identités et c'est à l'individu de choisir l'identité je dirais, qui fait sens pour lui. Donc, et pour Anthony Giddens, euh, l'époque contemporaine, l'époque dans laquelle on vit, offre une multitude de styles de vie et exige une réflexivité constante. C'est-à-dire l'individu a non seulement doit intérioriser ses styles de vie, doit pratiquer son style de vie, mais l'individu aussi construit sa personnalité dans cette dynamique-là. Donc, on ne peut pas, je dirais, penser l'identité de l'individu sans comprendre le style de vie et la réflexivité qui est devenue aujourd'hui, comment l'individu se voit dans le monde, sa place dans le monde, c'est-à-dire cette manière de se questionner, de se voir dans le monde, de se voir dans le monde est très, très important dans l'identité. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à comprendre une première chose. Quand on parle d'identité collective, il faut comprendre que cela renvoie à ce qu'un groupe a en commun et de ce qu'il fait des autres. C'est-à-dire non seulement eux autres, les Québécois, par exemple, ils ont des choses en commun, mais qu'est-ce qu'ils font aussi, par exemple, du rest of Canada, c'est-à-dire les autres qui ne sont pas Québécois, c'est-à-dire les Québécois et les non-Québécois. Donc, comment imaginez-vous, par exemple, au Québec, par exemple, un Québécois se sent, dans certaines circonstances, plus rapproché d'autres peuples francophones, par exemple, plus rapproché même, par exemple, de la France, par exemple, que d'un Ontarien ou qu'un Albertain. En fait, c'est-à-dire, juste pour vous dire quoi, c'est-à-dire, eux autres se considèrent comme pratiquement comme non canadiens, c'est-à-dire, ils sont québécois. Donc, c'est-à-dire, l'identité, en ce sens, c'est ce que le groupe a en commun, c'est comment ils se construisent, eux autres, et de ce qu'ils font des autres groupes dans ce qui les rend différents. C'est-à-dire, eux autres, ils disent, écoute, non, on est des Québécois, on est des francophones, on est non seulement des francophones, on est aussi des catholiques. C'est pareil, par exemple, quand on pense à Haïti, par exemple. Alors que, écoute, l'haïtien a une manière de se définir. Comment vous expliquez que la République dominicaine, je dirais, de l'autre côté de l'île? Mais c'est un Haïtien, quand il pense, quand il se projette, il ne se projette pas en République dominicaine forcément. Donc, il y a moins d'Haïtiens qui parlent l'espagnol que d'Haïtiens qui parlent anglais, par exemple. C'est-à-dire, ils trouvent d'autres points de repère dans d'autres espaces. Et par exemple, le rapprochement à l'Afrique, en fait, les Haïtiens sont plus proches de l'Afrique que la République dominicaine, donc plus proches des États-Unis que la République dominicaine, par exemple. Bref, c'est-à-dire, c'est vrai, nous, aux autres Haïtiens, on construit pas notre identité en opposition à la République dominicaine, parce qu'on considère toute la République dominicaine comme étant, je dirais, en quelque sorte, avec des Haïtiens de l'autre côté, des Haïtiens hispanophones, je dirais. Mais eux autres, ils construisent leur identité en opposition aux Haïtiens. Mais les Haïtiens construisent leur identité, eux autres, en opposition à l'Europe, par exemple, aux Blancs. Par exemple, le Blanc, je dirais, ce fantôme qui nous habite là. Donc, le Blanc est toujours là, derrière nous, on ne le voit pas, mais il est là. Donc, dans toutes nos décisions, dans tous nos malheurs, etc. Euh, bref, c'est la question de l'altérité qui permet de comprendre ça. Et le deuxième point important à cerner, c'est que l'identité collective est considérée comme étant le produit d'une représentation sociale donnée vis-à-vis d'un autre groupe. Donc, ça nous amène au nous. Le nous, ce sont des sentiments, histoire et culture commune, solidarité revendiquée et identité construite et choisie. Et d'un autre côté, on a le E, c'est objet du regard de l'autre. Là, je pense à Gérard Lanclude, les sources de différenciation, le miroir tronqué et le dialogue interminable. Donc, ce qui nous amène à comprendre que dans le contexte colonial, l'identité des peuples des Caraïbes est très attachée, selon Stratford, à des éléments d'histoire partagée. Et cela se construit sur un discours entre les membres d'une communauté ayant des ancêtres en commun.
parfois imposées artificiellement par les groupes dominants. Et d'un autre côté, Jean Ziegler nous dit dans son texte La haine de l'Occident, c'est dans leur culture autochtone, leurs identités collectives, il parle des peuples anciennement colonisés, leurs traditions ancestrales, que les peuples du Sud puiseront le courage d'être libres. Donc, cela nous amène à la notion de mémoire blessée, parce que l'expérience de la colonisation, dans le contexte identitaire, fonde une identité construite sur la mémoire de l'esclavage et du néocolonialisme. D'un autre côté, en deuxième lieu, on a la construction dans l'opposition, c'est-à-dire l'identité alimente un discours politique structuré, mais aussi passionné. Et en troisième lieu, on peut dire en gros qu'il y a ce qu'on appelle un attachement au territoire qu'on retrouve chez les peuples anciennement colonisés, ne serait-ce qu'au Québec, par exemple, ou dans la région nord, ce qu'on appelle la côte nord, on retrouve cette tendance chez les peuples autochtones, les, les, les Inuits, par exemple, leur attachement à leur territoire, mais aussi chez les Haïtiens. L'Haïtien, il est peut-être, je ne sais pas, bien à l'étranger, je pense qu'il est bien relativement bien, donc c'est ça, on discute, mais écoute, il a une maison, il a acheté une maison, il travaille, écoute, etc. Mais Haïti habite l'esprit de cette personne. Il est tourmenté par ce fantôme qu'est Haïti, parce que cet attachement au territoire haïtien est un élément important pour comprendre comment l'identité haïtienne est forte, est très forte chez pas mal de, chez pas mal de nos concitoyens. Là. Donc, le territoire comme espace participe aussi de l'identité. C'est-à-dire, comme moi, parfois, je représente Saint-Marc, ma ville préférée, Saint-Marc. Je représente, je ne sais pas, la faculté d'ethnologie dans ma tête quand je suis ailleurs. Je représente avenue Magloire. Donc, bref, en fait, je représente Port-au-Prince, je représente, bref, c'est-à-dire le territoire, c'est-à-dire mon pays, je le représente et j'ai un attachement avec ce pays. Donc, et ceci, c'est valable pour les peuples autochtones et les peuples du Sud en général. Donc, bref, ça nous amène à dire quoi en conclusion? Ça nous amène à dire en conclusion que l'identité est un processus. C'est-à-dire l'identité n'est jamais une essence. C'est-à-dire quelque chose de figé c'est essentiellement ça, on ne dit plus ça. L'identité est un processus. C'est un processus ouvert en reformulation permanente. C'est dynamique. Deuxième chose à noter, l'identité est aussi quelque chose de pluriel. L'identité nationale est multidimensionnelle pour sa part. Aucun groupe ne peut définir l'identité de façon exclusive. Et ça, écoute, on est les seuls à être comme ça. C'est ça, c'est votre vision. Mais il y a une façon que vous voyez, mais il y a une façon que les autres voient aussi. C'est-à-dire, il y a ce dialogue-là. C'est pour ça que l'identité, c'est quelque chose qui est négocié. Et notre point d'identité aussi, avec Poterio, c'est vu comme un bricolage. C'est entre autonomie, valorisation des parcours individuels, utilitarisme des besoins essentiels. Et en dernier lieu, l'individu analyse ses propres actions continuellement par rapport à ses valeurs. C'est-à-dire, quand je me définis dans l'identité narrative, c'est par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je veux projeter sur comment je construis, comment l'histoire que je suis en train de raconter fait sens pour moi. Parfois, ça peut ne pas faire du sens pour les autres, mais pour moi, ça a du sens, ça fait du sens pour moi. Et c'est à travers cela que l'individu, à travers la narration que l'individu construit son identité. Ça, c'est un élément important quand on étudie l'identité. Pour faire la synthèse du cours, c'est-à-dire, on a vu, c'est-à-dire, l'identité n'est ni immuable ni naturelle. C'est un processus social ancré dans les interactions quotidiennes. Deuxième point, on avait vu que Mead parle du soi, le soi qui se forge entre le je et le moi, en référence constante à la réalité sociale. Et en troisième point, on avait vu que l'identité collective se construit dans l'opposition nous et eux,
Et cela donne lieu à ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance est un élément crucial dans la formation d'identité. Et les peuples du Sud, comme on avait vu, les peuples anciennement colonisés, si vous préférez, portent une identité marquée par la mémoire coloniale. Il y a une blessure identitaire qui est très importante pour comprendre pourquoi ces peuples-là, ils revendiquent toujours, ils sont en constante revendication. Et pour finir, à l'époque contemporaine, la réflexivité, le bricolage identitaire caractérise la construction de soi, c'est-à-dire le soi, l'identité individuelle. On ne peut pas construire son identité individuelle sans l'identité collective. C'est-à-dire l'identité individuelle est construite à travers l'identité collective. Donc, bref, pour vous dire que quand on parle d'identité, aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle de la liquidité identitaire, de l'identité liquide, pour dire comme Zygmunt Bauman, comment l'individu a tendance à avoir une flexibilité quand il se parle, quand il parle, plutôt, de lui-même, de ses valeurs, etc. Et comment, de plus en plus, on est plus dans la réflexivité. En gros, c'est ce qui fait, je dirais, l'objet du cours sur l'identité. Et notre prochain cours sur l'identité portera sur l'identité haïtienne. Et ce sera avec plaisir que je vous attendrai le lundi prochain pour ce cours. En attendant, je vous dis, écoute, merci. Et puis, et à lundi. Et j'ai donné un petit rallonge, je ne sais pas si vous voyez ça, donc pour le dépôt des travaux, des fiches de lecture. Donc, j'ai donné un petit rallonge jusqu'à demain minuit. Donc, vous avez aujourd'hui. Si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, demain jusqu'à minuit, rien que pour que vous puissiez tous déposer vos travaux. Et en passant, merci beaucoup à vous tous et à vous tous. Et merci beaucoup aussi, Francky. Donc, je pense on a fait le tour et puis je vous dis merci. Ça va bien? D'accord. Professeur, Oui. oui, concernant les documents pour les cours, comment est-ce qu'on pourrait les avoir? Quel document exactement? Quel document, dis-moi? De quel document tu parles? Les documents qui parlent de l'identité, du concept Ah, de soi. écoute. En fait, allez sur le portail, tous les documents sont là. Tous les documents là, qu'on cite en référence, sont sur le portail Google Classroom, du coup. D'accord? Professeur, D'accord. Oui. en fait, je crois qu'il voulait parler des documents qui sont en train de partager durant le cours, disons les slides, les présentations en PowerPoint. Et bon, généralement, Je je n'ai pas partage. vu. Oui, non, ouais, je comprends. Généralement, les PowerPoint, c'est mes documents à moi. Donc, tout comme Francky, c'est ces documents qu'il a pris le temps de monter. Donc, on peut toujours peut-être négocier si vous pensez que ça va être important pour vous. Donc, peut-être qu'on peut trouver un consensus pour vous donner les PowerPoint. Donc, c'est pas difficile. Si je vous donne les PowerPoint, donc je vous passe un examen sur les PowerPoint. Mais je pense on peut le faire. Si ça va vous arranger, si ça va vous aider à apprendre mieux, donc moi, je pense pas que c'est un problème. Mais d'habitude, je donne pas mes PowerPoint, mais écoute, si vous voulez avoir le PowerPoint, donc peut-être qu'on le fera comme ça, c'est bon? Oui, je crois que ça nous sera d'une grande utilité, professeur. Comment? On Oui, va discuter oui, avec les étudiants. Bon, écoute, professeur. oui, oui. En fait, juste avant que vous mettez fin à cette séance, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, bien qu'il ne fait pas partie vraiment du cadre de cette séance-là. Je ne sais pas si vous me permettez. Oui, allez, allez-y. En fait,